Alors là, on va se demander s'il faut toujours investir sur la première brique en 2024. Dans un premier temps, on va présenter quand même ce que c'est la première brique, ce qui me paraît important, voir l'état des lieux et quel est mon avis sur le fait d'investir sur cette plateforme ou pas toujours en 2024. Il faut se rappeler que la première brique, c'est quoi? C'est simplement une plateforme de financement participatif qui est orientée sur le crowdfunding immobilier. Autrement dit, en fait, on a des investisseurs qui vont prêter de l'argent sous forme de prêts obligataires, hein, et ils seront remboursés avec des intérêts sur une durée qui est fixée à l'avance, qui peut être 12 mois, 16 mois, 24 mois, 18 mois. Donc le montant minimum sur cette plateforme, c'est des 1 euro, donc c'est plutôt intéressant, hein, parce que vous pouvez investir avec peu. Le type de projet, en général, vous avez de l'achat-revente, des opérations de marchand de biens ou de la promotion immobilière. Donc le type de contrat qu'on a, c'est essentiellement des prêts obligataires. Et en termes de durée, ça varie en général entre 6 et 24 mois. Moi, ce que je conseille, c'est d'aller sur les projets à durée courte, parce qu'en 24 mois, il peut se passer pas mal de choses, notamment la société peut avoir des soucis, le marché immobilier peut se renverser, donc ça peut être moins intéressant d'investir sur des longues durées. En termes de rendement, on a entre 10 et 12% brut. Ça veut dire quoi? Qu'en net, on a entre 7 et 8,4% net, puisqu'on a la flat tax de 30% qui va passer maintenant en fait à 33%, donc ça va être encore moins. Et donc, comment on investit sur la première brique? Bah, c'est très simple, hein. Vous allez sur votre compte, vous connectez. En général, on vous présente les projets par mail, hein. Vous recevez un mail avec il y a tel projet qui va sortir, et ensuite avec la date de la collecte et l'heure de la collecte. Et donc, lorsque vous arrivez sur le site, bah, vous arrivez potentiellement sur cette page et vous vous connectez. Aujourd'hui, comment ça se passe un investissement? Effectivement, là, on va voir un exemple avec le projet La Soucoupe. Bah, en fait, vous avez la présentation du projet, hein, qui vous est envoyée avant par mail. Vous pouvez toujours la relire sur le site. Dans la présentation, vous avez des documents, la plaquette, qui, si vous voulez, vous donne une idée du projet, hein, la description du projet, qui est le porteur de projet, le montant de l'opération, le financement, la durée. Là, typiquement, sur le projet de la soucoupe, c'est un projet à 800 000 euros qui est prévu sur 20 mois. D'accord? Ça, c'est le délai de remboursement au plus tard 20 mois et qui a un taux de 11,75% par an. D'accord? Pour investir, c'est simple, vous cliquez sur investir et vous mettez le montant. Il y a une page, évidemment, pour les codes bonus qui vous permet d'avoir un pourcentage de bonus. Voilà, c'est assez simple, hein, assez ludique. On vous présente les documents, donc là, que vous voyez encadrés en rouge. Quand on clique dessus, évidemment, on atterrit sur notre page où on a le contrat de prêt, la fiche d'information et la plaquette de présentation. Donc la plaquette de présentation, j'insiste dessus, ça nous présente le projet, donc avec des visuels, la ville, etc., le marché, l'analyse que la première brique en fait. Il y a une présentation aussi du porteur de projet, donc notamment sa société, qui il est, s'il a déjà fait des opérations du type achat-revente, de la promotion immobilière ou une opération de marchand de biens, depuis quand la société allait en œuvre. Bah, moi, je vous conseille quand même, lorsque vous avez cette plaquette, de vous renseigner sur le porteur de projet. Voir s'il n'a pas deux, trois casseroles à son actif, vous renseigner sur lui pour savoir s'il a de l'expérience ou pas. Et évidemment, sur la société, le bilan de la société, même s'il est présent dans la plaquette, voilà, regardez si c'est solide. Par ailleurs, sur la plaquette, vous avez les chiffres aussi, hein, on va voir. On va prendre un exemple au hasard, hein. On a un bilan prévisionnel financier. Et ben là, on vous dit à quel prix il a acheté au mètre carré, quel est le montant de ses travaux et à combien il compte revendre. Ben là, c'est important de vous de vérifier à l'adresse près, bien évidemment, à combien il compte revendre. Donc vous tapez l'adresse, évidemment, vous allez sur le cadastre, hein, sur impôts.gouv, sur le cadastre, et vous regardez le nombre de ventes qui se sont faites sur l'adresse à l'adresse pile. D'accord? Sur un rayon de 50 mètres, ça va vous sortir toutes les ventes. Vous pouvez aller jusqu'à 3 ans. Et là, ça va vous donner le vrai prix au mètre carré et aussi le vrai nombre de ventes qu'il y a eu. Parce que c'est bien si le prix au mètre carré, il est OK. Mais par contre, s'il y a eu une vente en 3 ans, ça veut dire qu'il y a très peu de personnes qui vont acheter dans ce coin-là. Et donc ça vous permet quand même, si vous faites cette vérification-là,
vous dire est-ce qu'il aura du mal à vendre ou pas. Est-ce qu'il vend au beau prix ou pas. Ça, c'est votre job, hein, même si la première brique fait le job. Je vous conseille de le faire vous-même. Vous êtes mieux servi que par vous-même. Deuxième site où vous pouvez aller, bah, c'est sur DVF. Bah, pareil, hein, vous cherchez l'adresse, sauf qu'il faut connaître la parcelle sur DVF, donc c'est un peu plus complexe. Mais vous avez les ventes, à mon avis, sur un peu plus de 3 ans de mémoire. Troisième site que vous pouvez utiliser, c'est meilleursagents.com, mais les prix sont un peu biaisés. Ce ne sont pas vraiment les vrais prix. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, voilà, vous avez fait quelques vérifications. À vous d'aller plus loin ou moins loin. Mais voilà les documents que vous pouvez avoir à votre possession. Donc pour investir, c'est très très simple, hein. Il vous suffit d'appuyer sur investir. Autre précision que je compte quand même donner, c'est que avant les investissements, donc, ils partaient en une seconde. Donc des personnes se sont plaintes. Donc maintenant, il y a un système de groupes, groupe prioritaire, groupe 2, groupe 3, groupe 4, pour pas que ce soit les mêmes personnes qui soient lésées à chaque investissement. Donc je trouve que c'est pas mal. Comme ça permet de ne pas être lésé à chaque investissement. Si on n'a pas pu investir sur les projets précédents, on peut investir sur les projets suivants. Et donc, les points intéressants de cette plateforme, donc, c'est qu'on peut investir déjà avec un petit budget, pour tout budget. C'est qu'on a une présentation aussi détaillée des projets. La plateforme elle est plutôt ludique et facile d'utilisation. Et évidemment, les dépôts et les retraits sont simples. Par ailleurs, c'est une plateforme qui est régulée par l'AMF. Donc ça, c'est assez rassurant. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est de savoir est-ce qu'il faut continuer à investir sur cette plateforme ou pas en 2024. Et moi, à titre personnel, ma réponse, c'est que déjà, j'ai stoppé le crowdfunding IMO dès 2023. Pourquoi? La question, pourquoi j'ai stoppé? Bah, pour plusieurs raisons. Déjà, on avait une hausse des coûts du matériau en 2023. Et donc, qui dit hausse des coûts des matériaux, dit hausse du montant des travaux de ceux qui font de la promotion immobilière ou de l'achat-revente. Et donc, parfois, les montants estimés de l'opération totale étaient inférieurs à ce qu'elle allait se faire réellement. En plus de ça, on peut se dire qu'il y a une hausse des taux immobiliers. Qui dit hausse des taux immobiliers bah, implique moins d'acheteurs à la sortie. Et par ailleurs, bah, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de réformes à venir, hein, sur les biens immobiliers. Et donc, potentiellement, ça peut faire peur à certains investisseurs et donc forcément moins d'acquéreurs à la sortie. Pour ce qui est de la plateforme La Première Brique, on va un petit peu étudier les résultats et l'état des lieux de cette plateforme. Comment ça se passe réellement sur cette plateforme, puisqu'on n'en parle pas beaucoup. Bah, déjà, quand on regarde l'état des lieux de performance, c'est quelque chose qui nous vient à l'esprit déjà. Sur 2022, on voit qu'il y a 51 projets, hein, par rapport aux collègues de 2022 qui sortent en retard. Ça fait beaucoup, puisqu'en 2022, il y a eu combien de collectes? Et bah, si on regarde, il y a eu 150 collectes. Donc 51 projets en retard sur 150, ça veut dire qu'il y en a un sur trois qui sont en retard. Et comprenez bien deux choses. Lorsqu'il y a un retard, vous perdez de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inflation qui vous gratte. Et donc, comme vous n'êtes pas remboursé, vous perdez de l'argent. La pénalité de 5%, elle ne couvre pas votre perte. Par ailleurs, un retard peut être un potentiel éventuel défaut. Ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Une plateforme n'affiche jamais défaut tant que les procédures ne sont pas terminées. Et si la procédure a mis 3 ans, que ça fait déjà 2 ans que vous attendiez, et ben, en fait, ce sera affiché en retard et pas en défaut. Alors aujourd'hui, la plateforme n'a aucun défaut, hein, mais parce que aussi, aucune procédure n'a été jusqu'au bout. Donc, quand même, c'est quelque chose qui doit alerter. 51 projets en retard sur 150, ça fait 1 sur 3. Je trouve que ça fait beaucoup pour 2022. En 2023, quand on regarde, 44 projets déclarés en retard. Et sur combien de collectes? Et bah sur 202. Ce qui fait à peu près un peu moins d'un quart. Ça commence à faire beaucoup. Et si on s'intéresse plus précisément au retard, bah, on a quand même pas mal de retard et on nous dit que les retards plus là en 2020, qui vont arriver là sur 2024, hein, les paiements en retard, on nous dit qu'on a plus de 10% qui sont à plus de 90 jours et donc c'est quand même énorme. C'est quand même énorme, ça fait que de s'aggraver. Et donc moi, à titre personnel, hein, en toute transparence, bah, qu'est-ce que j'ai? Bah, moi, j'avais investi assez tôt, et près de 58 000 euros presque,
57 000 exactement sur 40 projets. J'ai arrêté d'investir dès début 2023 sur la première brique pour les raisons que j'ai évoquées. Aujourd'hui, il me reste 10 projets en cours sur lesquels il y a environ 10 000 euros. Et sur ces 10 projets, il y en a 7 en retard. C'est-à-dire 70% de mes projets restants sont en retard. Alors, je ne suis pas inquiet parce que il y avait des garanties hypothécaires qui ont été prises, des garanties de premier rang. Et donc, je ne suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Normalement, elles devraient s'appliquer. Toutefois, ça fait quand même beaucoup, sachant que j'avais arrêté dès début 2023. On arrive en 2025. Donc ça commence à, voilà, les retards ils commencent à être longs, ça commence à faire peur. Donc sur la majorité des projets, je ne suis pas trop inquiet. Toutefois, je ne peux pas être satisfait des retards. Ça veut dire quoi? D'une part, qu'il y a eu un manquement du côté de la première brique, évidemment, sur l'analyse des projets, mais qu'il y a eu aussi un manquement de mon côté sur l'analyse des projets. Effectivement, je peux le dire, les projets se sont bien passés les années d'avant. J'ai plus ou moins fait confiance sans trop regarder. J'ai regardé quelques fondamentaux quand même. Et voilà, il arrive ce qu'il arrive. Euh, Toutefois, je ne suis pas inquiet à cause des garanties qui ont été prises. Mais voilà, ça fait quand même beaucoup. Sur les 10 restants, j'en ai 7 qui sont en retard, dont un où je me demande est-ce que ça s'engrossit ou pas, euh, en particulier. Et donc, je vais vous montrer quel type de retard on peut avoir aussi. Donc, type de retard qu'on peut avoir. Typiquement, j'ai deux projets hein, avec du retard. Il y a Le Couturier, donc, sur lequel j'avais souscrit en avril 2022. Et donc, avril 2022, si on compte 18 mois, normalement, vous comprenez bien que fin 2023, début 2024, j'aurais dû être remboursé. Donc, on a quand même un retard là qui est de plus d'un an. C'est quand même assez monstrueux. Fois, on a reçu un premier remboursement partiel hein, sur le projet Le Couturier, mais un an de retard, c'est quand même monstrueux, on ne va pas se mentir. Deuxième, c'est le Jacques Club, sur lequel en fait, je ne suis pas satisfait de la communication. En général, sur la première brique, la communication est plutôt bonne. Dès qu'il y a du retard, on nous prévient, on fait un vote pour savoir est-ce que on fait sauter les pénalités, est-ce qu'on accepte le retard, etc. Là, il y a une communication catastrophique, pardonnez-moi, c'est qu'on nous a indiqué fin 2023 qu'on allait être remboursé, et puis on apprend quelques mois plus tard que la société est en liquidation judiciaire, et donc voilà, on est dans des procédures qui devraient se régler normalement, mais bon, en termes de com, on- il y a eu un loupé. Il y a eu un loupé. Vous ne pouvez pas annoncer, si vous voulez, aux investisseurs fin 2023, vous allez être remboursé. Et puis, quelques mois plus tard, voilà, que finalement, ça rentre dans des procédures. Et là, on arrive en 2025. Donc voilà, là, il y a eu un problème de com qui est très rare. Hein, je tiens quand même à le préciser sur la première brique, mais problème de com quand même. Donc, moi, ma conclusion, ça va être le marché immobilier actuel. Moi, je n'investirai plus en ce moment, évidemment, sur du crowdfunding immobilier. La première brique a quand même pas mal de projets en retard. Donc, moi, je mettrais plutôt en stand-by un investissement sur le crowdfunding immobilier. Et vous aurez de plus en plus de retards à venir, de plus en plus de procédures à venir. Mais entendez bien que des retards sont des potentiels futurs défauts. Donc attention, attention, je pense que ce n'est pas le moment, en tout cas, de se positionner. Mais quelle que soit la plateforme de crowdfunding immobilier, vous pouvez faire sur d'autres sujets, d'accord? Mais sur l'immobilier, je conseille vraiment de se mettre en stand-by, que ce soit la première brique ou pas, en fait. Maintenant, sur la première brique, c'est vrai que avoir autant de retard, c'est qu'à un moment, il y a eu des manquements dans l'analyse des projets. On va pas se mentir. Mais après, il faut aussi prendre ses responsabilités. Euh, Vous êtes des grandes personnes, il faut regarder aussi de votre côté. Voilà ma conclusion.